Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI. Comme promis la semaine dernière, nous poursuivons nos échanges sur l'offensive de la Russie en Ukraine. L'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire est notre invité et nous essayerons de comprendre les motivations de la Russie et jusqu'où elle compte aller dans ce conflit. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'impasse de trop en ce qui concerne l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Le comité de normalisation a suspendu le processus électoral après la réception d'un courrier de la FIFA qui marque son désaccord avec le système de parrainage tel que présenté par les présidents de clubs. Les Ivoiriens sont partagés entre déception et indignation. Alors pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Vladimir Baïkov, ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau d'NCI 360. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Dr Sylvain Nguesson, qui est analyste politique. Bonsoir, Dr Sylvain. Bonsoir, madame. Et merci d'être là également. Merci. Alafé Wakili, qui n'est plus à présenter, journaliste, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Bonsoir Alafé. Bonsoir. Et juste à côté d'Alafé, un autre journaliste, spécialiste des questions internationales, Valentin Mbungeng. Bonsoir Valentin. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être là. Un invité qui n'est pas un habitué de ce plateau, Dr Georges Yankpa. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire à l'Université internationale de Grand-Bassam. Tout à fait. Et en ligne, en direct de Paris, nous avons Madi Natal, journaliste, analyste politique. Bonsoir Madi Natal. Bonsoir Evelyne. Et bonsoir à tous encore, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Avant de commencer ces échanges, je vous propose de faire le point de la situation en Ukraine. Pour la première fois depuis le début des conflits, un journaliste a été tué. On fait le point avec Salif Yalikwe. Au 18e jour de l'invasion de l'Ukraine, des frappes russes ont visé une base militaire près de la frontière polonaise, tandis que le sud du pays continuait d'être pilonné et que Kiev, la capitale, redoutait un encerclement. Pour la première fois depuis le début du conflit, un journaliste a été tué. Il s'agit de Brent Renaud, photographe et réalisateur américain, indépendant, âgé de 50 ans. En Russie, ce dimanche, plus de 250 personnes manifestant contre l'opération militaire russe en Ukraine ont été arrêtées à travers la Russie, selon une ONG. Malgré l'interdiction, des manifestants se rassemblent quotidiennement en Russie pour dénoncer l'intervention militaire en Ukraine. Quelques 100 000 personnes en 24 heures sont venues grossir les rangs des réfugiés qui ont fui les combats en Ukraine, portant leur nombre à 2 698 280, selon un décompte publié dimanche par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. 4 millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre, un chiffre qui devrait très certainement être revisé à la hausse, selon le HCR. Samedi, lors d'une conférence de presse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'environ 1300 militaires ukrainiens ont été tués. Il a confié par ailleurs que l'armée russe a perdu environ 12 000 hommes. Je vais commencer avec vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Quand vous regardez ces images, quel est le sentiment qui vous anime? Écoutez, c'est vraiment, actuellement, nous vivons un moment très pénible et très douloureux pour nous tous. Mais on peut parler bien sûr de l'actualité, mais pour mieux comprendre, notamment pour les téléspectateurs, je crois qu'il est très important que, si vous m'accordez quelques minutes, que je fasse un peu quand même l'historique, parce que c'est important de comprendre le pourquoi nous vivons ces moments vraiment très pénibles et douloureux avec, on dit bien, les morts des journalistes, l'exode des réfugiés. Parce que actuellement, nous voyons bien les tentatives de bien présenter la Russie comme le mal absolu, de démoniser. Et la Russie est son président. Donc, si vous permettez, je voudrais un peu revenir en arrière. Donc, on vous permet, hein, c'est la raison de notre présence sur ce plateau. On est en 2013. Okay. Fin 2013, je crois, mois de novembre, c'est à ce moment que l'Ukraine, à l'époque c'était le président Yanukovych, menait les négociations avec l'Union européenne sur l'éventuel partenariat stratégique. D'ailleurs, comme beaucoup de pays comme le vôtre aussi, a la même relation de partenariat. Le seul, comme on dit, le problème qu'à ce moment, à l'époque, l'Ukraine avait
la zone de libre-échange avec la Russie, parce qu'on était en relation étroite, économique très étroite. Donc, c'était aussi pour nous une question politique et économique, pour comprendre pourquoi, à ce moment, on discute une éventuelle association de l'Ukraine, sans même demander, en quelque sorte, pour tenir compte des intérêts de notre pays. Dès qu'on a posé ces questions, on nous a dit « ça ne vous regarde pas ». C'est, je crois... Oui, parce que l'Ukraine est un pays indépendant. C'est le début, je crois, de ce que nous voyons actuellement. C'est-à-dire que la Russie a été traitée d'une manière arrogante, sans tenir compte qu'on a voulu dire simplement. On a voulu proposer que c'est avec l'Union européenne et avec la Russie que l'Ukraine, à l'époque, pouvait bien établir une relation tout à fait, dirais-je, avantageuse et dirais-je, même de point de vue économique et sécuritaire. Finalement, ce qu'on a vu après, c'est Maïdan, c'est l'avancement donc du régime Yanukovych, c'est la venue par le coup de force anticonstitutionnelle de ce régime qui est actuellement donc installé à Kiev. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie. On a vu cette révolte populaire à l'est de l'Ukraine, la guerre. Je précise bien, c'était la guerre sur le territoire ukrainien contre les citoyens de l'Ukraine. Parce que les gens à l'est, c'était des russophones, à peu près à l'époque c'était 5 millions. Donc, qui se sont révoltés pour bien réclamer leur droit d'avoir le droit pour aussi s'exprimer librement en russe, défendre leur liberté. Et c'est de là qu'on arrive à cette situation-là. Parce que, pour être vraiment très bref, on a passé aux accords de Minsk en 2014 et je crois en février 2015, dans lesquels tout était clairement indiqué que cette partie de l'Ukraine, à l'est, reste partie ukrainienne. Sauf que la population là-bas devrait avoir le droit pour bien, comment dirais-je, être traitée d'une manière digne. Donc, en précédant élections libres, etc. Et c'est après, on a prévoyé le passage de contrôle des frontières donc, entre la Russie et l'Ukraine, dans cette partie est. Finalement, pendant 8 ans, rien n'est passé. Même avec le président actuel, le président Vladimir Zelensky, qui au début, qu'il était élu comme président de la paix, avec 13% de votes, il n'a rien fait. Je crois qu'il est devenu sur l'otage de ces forces ultranationalistes. Peut-être au début, il a voulu faire quelque chose, mais il ne peut pas y arriver. Quel est le prix qu'on a payé? Et c'est une chose qui malheureusement est oubliée ici. Il y avait 14 000 morts. 14 000 morts, je dis bien, pendant 8 ans, notamment au début de ces affrontements, en 2014-2015, dont la population civile à Donbass allait presque 2600. Actuellement, l'ONU nous parle de à peu près 600 civils qui sont morts donc, au cours de justement, de ce conflit actuel. Donc, mais là, à l'époque, il y avait parmi ces 2600 morts civils, presque 400 enfants. Et personne en Occident a voulu le dire, parce qu'on disait que c'était des terroristes, des séparatistes. Écoutez, quand vous parlez de quelques millions de gens, est-ce qu'on peut les tous considérer comme terroristes? D'accord, là on vous comprend bien. Voilà, donc j'arrive. Et maintenant, la situation que nous avons, c'est ça. On a bien compris que la stratégie prônée par le régime en place à Kiev était de bien s'ancrer sur l'Occident et qui a encouragé en quelque sorte la création d'une sorte d'anti-Russie. Je ne parle pas de sentiment même anti-russe qui aussi était présent de manière, mais c'était plus anti-Russie. Donc, pour mettre en confrontation avec la Russie, voilà, la Fédération de Russie. Et la dernière goutte, si vous voulez, qui a débordé la vase. Justement, c'est ce qu'on veut comprendre. C'était la déclaration faite justement par le président Zelensky sur l'intention de commencer donc déjà les pas concrets, pratiques pour la production éventuelle des armes nucléaires. Et pour finir, la partie russe, notre président Poutine, a proposé plusieurs fois
Donc, même les partenaires en Occident, notamment la France et l'Allemagne, qui étaient aussi partie prenante très active dans le cadre du format de Normandie, fassent de sorte pour exercer une pression pour que donc le régime à Kiev accepte ces accords de Minsk et commence à faire au moins les premiers pas pour avoir les contacts directs avec les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Ça n'était pas fait. Et en même temps, on a bien compris que le régime s'est préparé pour une attaque militaire préventive pour écraser ces républiques. Si vous voulez, en quelque sorte, ce qui se passe actuellement, c'est une réaction préventive de la part de notre pays par cette opération spéciale militaire, donc de démanteler l'appareil militaire d'abord et d'assurer par les forces donc le caractère neutre de notre voisin ukrainien, que nous considérons toujours comme pays ami, le peuple frère, mais en pensant aussi pour notre propre sécurité. Il s'agit d'une menace existentielle pour la Russie. Donc, on parle de questions de sécurité, d'accord. Voilà, on note bien. C'est en gros ce que je voulais vous dire pour expliquer ces images très pénibles, très douloureuses que nous constatons actuellement. D'accord. Commentaire, messieurs, sur ce plateau, après donc, ces explications de l'ambassadeur de Russie, Dr Sylvain Nguesson. Bon, ces images-là me rappellent un peu la crise qu'a connue notre pays, la Côte d'Ivoire, en 2010, avec les populations fuyant à Bobo qui étaient devenues invivables. On a quoi coûter des maisons brûlées, des églises brûlées, PK-18, ces commandos invisibles, quoi. Avec toute la population qui a dû fuir Abidjan, laissant derrière elle les souvenirs, la vie, les bombes, les biens pillés, les biens occupés. C'est tristement le souvenir que j'ai en voyant ces images. Ceci dit, chaque crise a ses réalités, chaque crise a sa grille de lecture pour mieux la comprendre. Et quand il s'agit de la Russie, de l'Ukraine, quelle est votre grille de lecture? Est-ce que ces explications de l'ambassadeur, pour vous, légitiment l'action de la Russie en Ukraine? Bon, vous savez, à mon humble avis, la Russie n'a pas eu trop le choix. L'accord de Minsk aurait pu permettre quand même d'éviter cette crise-là, à mon humble avis. L'Ukraine aurait pu comprendre que le moment ne se prêtait pas à toutes ces attaques dans ces deux camps, dans ces deux territoires dits séparatistes, depuis 2014 jusqu'à 2020. Pour moi, c'est quand même un peu excessif. 16 000 morts, 8 000 morts, des enfants qui sont bombardés pendant 8 ans, sans que les médias internationaux n'en parlent. Il y avait juste quelques chercheurs qui s'intéressaient à ce qui se passait dans ces deux territoires. Les citoyens de ces territoires étaient considérés un peu comme des personnes qui n'ont pas de droits. On les appelait les espèces. On ne parlait pas d'universalité des droits de l'homme dans ces territoires-là. Tout ce temps qu'ils ont subi des attaques, il n'y a eu personne pour les défendre. Bon, qu'une partie d'un territoire veuille son autonomie, ce n'est pas nouveau. Dans tous les pays, on en connaît. Même la Côte d'Ivoire a vécu cela. Mais quand même, il aurait fallu que ces négociations aboutissent à un certain accord pour que des éléments de réponse soient apportés à cette volonté de ces territoires de se rattacher à la Russie. N'empêche que, quand même, la Russie aussi fait assez fort sur le terrain. Quand on voit les images des principales villes ukrainiennes, ça rappelle plus ou moins la Libye, ça rappelle la Syrie, ça rappelle l'Irak. Ce sont des tristes souvenirs. Alafé Wakili, est-ce que c'est un avis que vous Non, partagez? pas du tout. Excellence, vous estimez que nous vivons des moments pénibles et douloureux, mais vous pensez que la situation précédente était inacceptable et que ce que la Russie fait est acceptable. Elle est justifiée. Non, je précise bien, parce que je crois que le but de notre émission, c'est justement de mieux comprendre. Mon rôle, ce n'est pas de donner des justifications. Voyez, donc, j'essaie de bien expliquer. Donc, quand je dis au début qu'avec ce soulèvement à l'Est, que les autorités donc, de Kiev ont voulu supprimer par la force avec plusieurs victimes, donc finalement, ils n'ont pas pu... donc avoir les résultats escomptés. Et il y avait ce fameux accord de Minsk qui prévoyait clairement que cette partie de l'Ukraine restait ukrainienne, sauf qu'avec une certaine autonomie, donc avec cette reconnaissance de leurs droits.
Mais je le répète une fois de plus, devant les experts, les collègues, que malheureusement le régime à Kiev n'a pas voulu reconnaître ces gens. Parfois on les traitait comme sous-êtres humains. Vous avez raison de faire ce que vous faites. Je ne veux pas tellement utiliser le mot génocide qui a été aussi prononcé par nos autorités en expliquant le pourquoi la Russie a été obligée finalement de bien intervenir. Mais je dis bien que même actuellement, parce que malheureusement, ce que nous constatons quand même ici, vous pouvez seulement avoir l'accès à une vision, comment dirais-je, bien définie, n'est-ce pas, donc, de ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement, pour l'autre partie, pour les hommages, les partages et le fait présenté par les mass-médias russes, ça ne passe pas, parce qu'il y a une sorte de censure actuellement. On a interrompu les chaînes russes, donc vous ne pouvez pas plus regarder. Donc moi, heureusement, je peux regarder. Oui, à la fin. Et je peux vous dire que maintenant, quand ça on ne dit pas ici, il y a aussi le mouvement, comme on dit, de la libération, pas de la prise, mais de la libération de cette partie de l'Est, à Donbass, qui, administrativement parlant, était donc cette entité... Excellence, vous êtes membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr. Estimez-vous avoir épuisé toutes les voies possibles, notamment un débat à l'ONU avant cette crise? Là, vous avez demandé un débat vendredi dernier sur les armes chimiques et bactériologiques. Est-ce qu'avant d'être obligé de recourir à l'opération spéciale, vous avez demandé un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question pour interpeller sur la situation? Avez-vous suffisamment exploité la responsabilité de la paix? Parce que vous êtes 5 pays avec le droit de veto. Il y a 5 pays au monde qui ont la responsabilité de conduire la paix dans le monde, au détriment de la majorité des nations. C'est un privilège, c'est une responsabilité. Qu'avez-vous fait avec cette opportunité? Donc, merci beaucoup de vos remarques, je crois un peu même émotionnelles, parce que ça se comprend aussi compte tenu des images que nous avons vues. Mais plusieurs fois, au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, on a soulevé ces questions. Même, je précise bien que les accords de Minsk ont été bel et bien discutés par le Conseil de sécurité et même approuvés en unanimité. Donc, c'est les questions de l'application qui s'imposent. Donc, le régime n'a pas voulu appliquer. Et, vous voyez, c'est ça qui a créé la situation de menace existentielle pour notre sécurité, avec le fait, madame, qu'à ce moment, nous avons lancé les demandes officielles, les courriers envoyés à tous les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN pour demander leur réponse formelle sur cette notion de la sécurité indivisible. Et quelle réponse attendiez-vous? Finalement, on a eu les réponses de la part de l'OTAN, signées par son secrétaire général, et de l'Union européenne, c'était M. Borrell. Donc, on nous a... Et bien sûr, oui, c'est les réponses formelles de la part des États-Unis. Et on a bien compris qu'on n'a pas voulu débattre avec nous les questions de sécurité, voyez, vitales pour la Russie. Et compte tenu de ce fait qu'en même temps, l'Occident poussait, on peut dire, l'Ukraine, son régime, vers éventuelle confrontation avec la Russie. C'est un sentiment ou c'est prouvé? Est-ce que vous avez les preuves de ça? Parce qu'on a entendu beaucoup. Vous parlez à un ambassadeur, je ne suis pas parmi les décideurs. Mais je vous dis, en connaissant cette situation telle qu'elle s'est développée pendant plusieurs années, qu'on était finalement obligé. Donc, je ne dis pas que la Russie a été acculée au dos du mur, mais c'était une réaction en quelque sorte contraignante de notre part d'agir de cette manière. Merci, Excellence. Valentin Bungeng. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des grilles de lecture lorsqu'il s'agit de chaque conflit. Dans celui-ci, bon, il y a la Russie qui a sa grille de lecture qui a été exposée par l'ambassadeur il y a peu. Alors, cette grille de lecture consiste à dire en réalité que l'Ukraine constitue en fait une zone essentielle, vitale pour la sécurité de la Russie. Je crois que l'ambassadeur a bien utilisé le mot sécurité existentielle. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Ukraine soit un territoire sécur pour la Russie. Alors,
si on peut comprendre cette façon de voir les choses, on peut aussi s'interroger sur la question de savoir est-ce que cette grille d'analyse résiste maintenant à la question du droit. Est-ce que cette façon d'agir, la guerre préventive, comme vous l'avez dit, est-ce que cette guerre préventive hors des frontières de la Russie allait attaquer un autre pays pour assurer sa propre sécurité? Est-ce que c'est permis par le droit international? Ça, c'est d'un. Maintenant, l'autre façon de voir les choses, c'est qu'on a été confronté jusqu'ici, après donc, la fin de la guerre froide, on a été confronté plutôt aux États-Unis qui se comportent de façon très cavalière dans le monde, qui vont bombarder qui ils veulent sous couvert de l'OTAN, sous couvert des résolutions onusiennes et autres. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la Russie lui emboîte le pas. C'est ça le sentiment qu'on a. C'est-à-dire que vous êtes 5 membres du Conseil de sécurité, comme le disait Alafé tout à l'heure, qui sont le Conseil lui-même étant l'organe principal qui est chargé au premier chef donc, de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de la planète. Et ce sont ces deux de ces membres qui se donnent un peu en spectacle, un mauvais spectacle, on va dire, puisque jusqu'ici, c'était les Américains, on les a vus en Afghanistan. Parce qu'il y a eu la France et le Royaume-Uni en Libye. En Libye et autres, donc tout ça sous le couvert de l'ONU, très souvent même en dégageant l'ONU. Et aujourd'hui, c'est la Russie. C'est le sentiment que cela me donne, cette situation. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'emboîter le pas à des gens qui ne font pas bien et vous faites comme eux aujourd'hui? Écoutez, on veut rester dans le cadre du droit international et en agissant même de cette manière-là, c'est aussi en appliquant son droit pour l'autodéfense, ce qui a été dit par le président Poutine quand on a évoqué l'article 51 de la Charte de l'ONU. Le problème avec nos partenaires du monde occidental est que maintenant, ils sont en train d'élaborer leurs propres règles qui doivent déterminer l'ordre mondial. Donc, et je crois que nous autres aussi, en discutant de cette situation tragique, nous devons penser d'une manière plus élargie, que maintenant nous assistons à l'apparition d'un nouveau monde. C'est le changement radical sur l'architecture de la sécurité mondiale que nous voyons dans ces jours-là. Ce n'est pas seulement l'histoire de ce qui se passe actuellement, malheureusement, avec les pertes en vies humaines en Ukraine. C'est la tentative de mon pays, c'est de bien aussi dire qu'on ne badine pas avec la Russie. La Russie est et reste un membre important de concert international. Elle a ses endroits vraiment sécuritaires, dirais-je, qui doivent être respectés. Et on est aussi là pour bien traiter d'égal en égal. Donc il ne faut pas nous traiter avec arrogance. Malheureusement, ces derniers temps, notamment après la fin de la guerre froide, il y avait cette notion de vainqueur et vaincu. On a pensé que la Russie est devenue déjà un pays trop faible, tout ça. Donc on a voulu prendre au sérieux, si vous voulez. Votre force, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu dans le sens que vous souhaitez, notamment la Russie comme un pays fort, parce que finalement, c'est perçu comme un pays qui ne respecte pas les droits humains, ça donne une mauvaise image au pays? Je crois qu'on nous a écoutés, mais on ne nous a pas entendus. Parce que si je reviens un peu en arrière, parce que vous voyez, pour voir correctement ce qui se passe, pour faire l'analyse correcte, il faut toujours revenir en arrière. Je suis obligé d'aller un peu plus loin que 2013, c'est 2007. Le président Poutine qui a pris la parole à Munich, à conférence sur la sécurité, c'est là qu'il a dit pour la première fois que la Russie a ses intérêts, qu'on veut qu'on nous traite égal en égal. N'oublions pas qu'à un moment donné, nous étions tellement ouverts à coopérer avec l'OTAN et les États-Unis, notamment avec l'attentat, après l'attentat de 2001, avec cette attaque terroriste, n'est-ce pas, contre les tours jumellées, qu'on a même autorisé l'ouverture d'une base logistique aérienne, d'ailleurs dans une ville qui est la ville natale de Vladimir Lénine, Ulyanovsk, pour faciliter à l'OTAN de bien assurer le transit, n'est-ce pas, des matériels militaires, tout ça, sur l'Afghanistan. Il avait, maintenant ça paraît un peu même ridicule, mais il avait les exercices militaires conjoints et en Russie et aux États-Unis. Donc c'était vraiment le niveau, on était ouvert, on a voulu, mais malheureusement on a compris après qu'on nous a pris pour, comment dirais-je, il a, si vous voulez, l'expression, le meneur de jeu, le chef d'équipe, en l'occurrence, vous comprenez de quelle puissance s'agit-il, et les autres qui doivent bien suivre le chef.
On a dit non, ce n'est pas ça que nous acceptons. D'accord. Voilà. On comprend bien cette position. Docteur Georges Yankwa, vous qui êtes historien, qu'est-ce que vous pouvez dire, vos commentaires de tout ce que l'ambassadeur vient de dire? Oui, moi j'ai un sentiment d'inquiétude parce que je vois que ce qui se passe actuellement, l'agression de l'Ukraine ressemble à beaucoup de choses qui me rappellent les causes de la Première Guerre mondiale. Et quand on parle de guerre préventive et guerre existentielle, évidemment, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Et que, bon, si on y prête attention, on pourra regretter demain. Donc, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que la position officielle de la Russie, on a l'impression qu'elle est irréductible actuellement. La Russie dit qu'on ne badine pas avec la Russie. Ça veut dire que quelque part, la Russie se croit en raison d'agir comme elle le fait et que quelque part, tant qu'elle n'a pas abouti à ce qu'elle veut faire, on ne peut pas, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc, je suis un peu inquiet. Madi Natal, je vous passe la parole. Je précise qu'on a un téléspectateur en ligne, M. Konaté, qui nous appelle depuis la France, mais vu que votre question a déjà été prise en compte pendant nos échanges avec l'ambassadeur, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas passé la parole. Madi Natal, maintenant, à vous. Vous avez travaillé sur les questions russes, sur ce conflit, et vous avez très bien écouté les explications de l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire. Quel est le commentaire que vous faites? À mon avis, les propos de l'ambassadeur nous traitent une incapacité de discernement autre que celle proposée par la propagande occidentale, qui prête justement à la Russie une certaine rhétorique guerrière ou un narratif diabolique, comme on le voit tous. Et justement, M. Alafé a parlé tout à l'heure de la responsabilité de la paix. Mais cette responsabilité de la paix n'est pas qu'à la Russie, elle est comme justement à tous les grands acteurs aujourd'hui qui guident les relations internationales et l'ordre international. Et de ce fait, aujourd'hui, la question du conflit ukrainien, en tout cas l'invasion russe en Ukraine, pose nécessairement la question d'une posture internationale qui a une politique à double vitesse. On se rappelle des interventions militaires des États-Unis en Afghanistan ou en Irak. Et les États-Unis n'ont pas, par exemple, subi le même sort politique ou le même acharnement économique aujourd'hui comme la Russie. Et c'est justement pour ça qu'il faut interpeller les acteurs aujourd'hui qui guident l'ordre international. On a l'impression aujourd'hui que certains États substituent le droit international qui régit les relations internationales à leurs propres règles, selon leurs intérêts et leurs gré. Et c'est justement ça qu'il faut combattre. Alors combattre militairement, pas forcément, mais surtout avoir une capacité de dialogue et redonner à la diplomatie toute sa place dans le concert des nations. Là, d'accord, à la fin, rapidement. Il faut dire que la Russie, ni la Chine n'ont manifesté une défense, un intérêt pour défendre les points de vue qu'elle évoque lorsque l'Afghanistan, l'Irak ou la Libye ont été bombardés par une partie des membres du Conseil de sécurité. Et lorsque aussi, il faut le dire, et aujourd'hui, il y a une attitude qui consiste à ne pas répondre à la guerre par la guerre. Et ça, c'est un signe de responsabilité. Il y a un membre du Conseil de sécurité qui dit sa survie est en danger, des accords n'ont pas été respectés, et lui, il fait la guerre. Il fait une guerre préventive. Il y a un membre du Conseil qui le fait. Et en face, on a, à côté de cette propagande, on a une propagande dite occidentale, à côté aussi de cette propagande russe. Propagande contre propagande, qu'il dit que, de l'autre côté, ce qui est fait n'est pas correct. Donc, il faut dire clairement les choses. Puisque son Excellence parle du passé, moi, je voudrais profiter de mon tour de parole pour revenir sur un passé. Lorsque le président Poutine était président, après il a accepté d'être Premier ministre pour respecter la constitution russe, ce que peut-être il ne voudra pas faire aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il coopérait très bien avec les Occidentaux, donc il acceptait leurs standards. Et en mai 2008, à un journal, il a dit « Élargir l'OTAN, c'est ériger de nouveaux murs de Berlin ». Et il expliquait ceci, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. En Ukraine, près de 80% de la population est hostile à une adhésion à l'OTAN. Nos partenaires disent pourtant que le pays y entrera. Tout se décide donc par avance, à la place de l'Ukraine. L'opinion de la population n'intéresse plus personne. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, il y a eu une élection, l'opinion a changé.
et c'est une adhésion majoritaire. Et vous allez en guerre préventive parce que les intérêts de la Russie sont menacés. Et comme il a dit, vous faites comme les autres. Vous faites comme les autres. On a connu une Russie peut-être plus éthique, différente des autres. C'est cette Russie-là que peut-être les gens regrettent d'avoir perdu parce que vous êtes en train de vous américaniser. Oui, vous ne respectez plus rien, peut-être comme eux. Il ne s'agit pas de dire quand les gens le font, on ne parle pas. Il y a des gens qui ont dénoncé à l'ONU même, qui ont dit non, qui ont riposté. On se souvient du discours de Dominique de Villepin contre les États-Unis, entre alliés. Il y a eu des débats. L'Amérique n'a pas été toujours soutenue dans ces bêtises. Des gens ont dit non à l'Amérique. Mais où était la Russie quand Villepin disait non à l'Amérique? Qu'est-ce qu'elle a fait, la Russie? Qu'est-ce que la Chine a fait à l'époque? C'est facile de venir dire l'Amérique a fait des choses. Mais elles étaient où, ces puissances qui avaient le droit de veto pour empêcher l'Amérique de faire ces bêtises? Qui aujourd'hui viennent faire pareil. Voilà les enjeux. Merci à la fin. Je voudrais rappeler quand même que la guerre en Irak, il y a eu quand même le droit de veto qui s'est opposé à ce que les États-Unis aient envahi l'Irak. Donc on ne peut pas dire que sur toutes ces guerres-là, la Russie est restée les bras croisés. Bref, rappel historique, quoi. Non, ce rappel veut dire que très souvent... Il y a eu des débats aussi. Il y a eu des débats et que des actions pouvaient être envisagées. Il y a eu des débats, mais les Américains ont choisi d'agir en dehors... Il faut prendre des mesures contre l'Amérique. En dehors du cadre, l'Amérique a agi là, en dehors du cadre onusien. Puisqu'aux Nations Unies, se voyant bien incapables de pouvoir avancer, de faire avancer sa cause, ils ont décidé de passer outre, comme ils le font très souvent. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que ce n'est pas un danger que la Russie aujourd'hui veut faire aussi comme les États-Unis pour assurer sa sécurité, aller faire des guerres ailleurs, même si là, c'est une guerre à ses frontières. Écoutez, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y a d'un côté le mal absolu, donc à l'époque révolue, c'était l'Union soviétique qui considérait par le monde occidental que c'est mal absolu. Maintenant, c'est le rôle de mon pays qu'on veut mettre à sa place, et le bien absolu. Donc, concernant le passé, vous avez mentionné l'Irak, la Libye, mais concernant la Libye, nous, la seule chose qu'on a fait à l'époque, on s'est abstenu au moment de vote au Conseil de sécurité parce qu'on nous a parlé seulement de cette initiative d'assurer, comme vous dites, les zones d'exclusion pour ne pas permettre. Mais c'était en fait le prétexte pour l'Occident de bombarder et d'éliminer l'État, de bombarder la Libye, d'éliminer l'État libyen et en fait éliminer physiquement Muammar Kadhafi. La révolution de 1973. Voilà. Concernant l'Irak, nous étions contre, mais l'autre puissance a décidé d'agir même en dehors des conseils de sécurité. Sur l'Ukraine, au moment de proclamer l'indépendance, en 1991, ils ont adopté une constitution qui prévoyait clairement le statut neutre. Donc, c'était la volonté de la population, mais le problème, c'était aussi avec l'élite. Je n'ai pas voulu peut-être entrer en détail, mais il faut vous dire une chose, que nous autres, les Russes, nous avons subventionné pendant plusieurs décennies, en fait, l'économie ukrainienne, l'élite ukrainienne, avec le gaz qui transitait et qui transite d'ailleurs toujours malgré ce que se passe, la Russie respecte ses engagements contractuels. Donc, le gaz... Je vais vous donner 10 secondes pour terminer. Voilà, pour vous dire que le prix total de ce qui a été, si vous voulez, donné à l'Ukraine s'élève presque à 250 milliards de dollars qui étaient à plus pas grande partie volés par l'élite parce qu'ils ont prenaient des gaz, ou bien le gaz était commercialisé à des prix très subventionnés. C'est pour vous dire que les relations étaient économiquement très avantageuses pour l'Ukraine, avec son statut neutre. Mais l'élite a voulu aller plus loin. Et c'est elle qui a provoqué, si vous voulez, ce changement aussi dans l'esprit de la population, qui a finalement, comme vous dites bien, maintenant est plutôt favorable pour l'adhésion à l'OTAN.
D'accord. On parle beaucoup du passé et c'est important d'en parler pour permettre de comprendre. Moi, j'aimerais vous proposer qu'on parle également du futur, notamment qu'est-ce qui pourrait arrêter la Russie dans cette offensive. Est-ce que la Russie est prête à négocier? Mais quand je dis négocier en écoutant les propositions des autres. Hier, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Olaf Scholz, le chancelier allemand, ont eu un échange au téléphonique et tout le monde s'attendait à ce que la Russie accepte rapidement le cessez-le-feu. Il y a eu plusieurs initiatives de négociation qui ont échoué et si on en tient au communiqué, par exemple, du côté ukrainien, c'était comme si la Russie s'en tient à ces négociations, à ces propositions, sans vouloir faire un pas vers les autres. Écoutez, d'abord, les négociations, actuellement, ils ont lieu. Il y a les négociations entre les deux délégations. Il y a, je crois, déjà 3 tours de ces négociations. Donc, la dernière, c'était en visioconférence. Et donc, au début de la semaine prochaine, je crois, à partir de lundi, on prévoit une rencontre présentielle, je crois, sur le territoire de Biélorussie. Donc, il y avait, comme vous le savez, le contact entre les deux chefs de diplomatie en Turquie, en présence du ministère des Affaires étrangères turc. Donc, notre ministre aussi a bien clairement expliqué notre volonté de trouver les solutions politiques de cette situation de conflit. Ce que je préfère, comme préciser, qu'on appelle chez nous l'opération spéciale militaire. Donc, que nous on appelle invasion russe. C'est votre droit. Moi je le répète comme ça a été donc, bien précisé par le président Poutine. Donc, bien sûr, à un moment, on doit arriver à une négociation peut-être au niveau plus élevé. Certaines concessions, c'est la diplomatie. Moi, en étant diplomate, je prends cette diplomatie. C'est à nous, les diplomates, de travailler, au lieu de voir ce qui se passe et ce que font les deux parties, voyez, au lieu de se faire... Mais quelles sont les conditions de la Russie dans cette négociation? Ils étaient bel et bien définis au début même de cette opération spéciale militaire. D'abord, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire, en fait, son statut neutre. L'Ukraine reste étant indépendant, étant, nous espérons bien, ami de Russie et avec le peuple frère ukrainien. Donc, c'est aussi la demande que les États fassent de sorte que ces ultra-nationalistes qui, bien qu'en étant très minoritaires, mais ils contrôlent beaucoup de, comment dirais-je, des rouages de pouvoir, qu'on appelle parfois des néo-nazis, parce que ce sont des héritiers de ces gens-là qui ont combattu à côté des troupes donc, hitlériennes et étaient aussi parfois aux troupes donc, des SS, des formations. Donc, et sur ce point, justement, vous avez parlé de dénazification. C'est ça, la dénazification. Mais est-ce que... Démilitarisation, le statut neutre, oui. Donc, et bien sûr, mais ça doit être aussi discuté au niveau, je crois, plus élevé, la reconnaissance formelle par l'Ukraine de statut actuel et de la Crimée, et aussi, ça c'est déjà le fait tel qu'il est, parce que c'est 2 républiques de Donbass ont proclamé leur indépendance, qui était reconnue par la Russie. Donc il faut maintenant discuter déjà entre le régime de Kiev et ces 2 républiques pour éventuel, dirais-je, mécanisme de ces relations entre les entités qui sont proclamées indépendantes. Voilà. Mais ce sont les sujets sur lesquels il faut discuter. Excellent. Ces sujets sont connus, ces points sont connus. Je vais donner la parole aux invités sur ce plateau, mais ces points sont connus. La question, c'est quel est le point que la Russie est prête à lâcher au nom de l'humanité pour sauver des vies? Parce que le sentiment, c'est que lorsque la Russie va à ces négociations, elle s'en tient à ses propositions et ne lâche aucun point. Quel est le point que la Russie peut lâcher pour sauver des vies? Vous dépassez. Je crois que je ne suis pas tellement bien placé pour parler en nom de mon pays. Les questions que vous posez, quand même, relèvent de la compétence de chef de l'État, parce que ça demande vraiment une décision de haut niveau et très politique. Mais j'essaie de vous énumérer les sujets sur lesquels il faut travailler. Et la diplomatie,
en premier lieu. Peut-être ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a aussi la diplomatie qui n'est pas tellement publique. Malheureusement, tout est maintenant trop médiatisé. Et les choses qu'on fait parfois, ils sont interprétés d'une manière. Ouais. Donc, il y a des pourparlers qui préparent le terrain, j'espère, pour les grandes rencontres, j'espère bien, prochainement. On vous a bien compris. Docteur Sylvain Nguessan, ensuite, à la fin. Excellence, à la suite de la résolution dont nous parlions tantôt, la 1973 votée le 17 mars 2011 portant protection du ciel libyen, il y a eu la crise que nous avons connue tous avec la casse et ces armes-là qui se sont retrouvées dans la plupart des pays sahéliens. À l'époque, Bamako avait estimé à 50 tonnes les armes qui étaient arrivées sur son territoire en provenance de la Libye. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina sont au bord de l'implosion. Malheureusement, au cours de cette crise ukrainienne, on assiste encore à une distribution massive d'armes. Connaissant notre faible capacité à protéger nos frontières, nos faibles capacités militaires pour faire face aux bandes qui opèrent dans ces pays que je viens de mentionner, nous craignons, nous autres, que toutes ces armes qui sont distribuées présentement en Ukraine se retrouvent dans 6 mois, 1 an, dans la bande sahélo-sahélienne. Et que ceux-là qui sèment la désolation, la mort sur leur passage au Mali, au Burkina, au Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout maintenant, soient en possession d'armes sophistiquées pour susciter l'implosion de nos pays. Est-ce que la Russie serait prête peut-être à nous, en amont, à susciter un désarmement une fois que l'objectif sera atteint? Malheureusement, et ça montre bien aussi que parfois les responsables politiques en Europe ne sont pas pleinement conscients des dangers imminents, ce que vous venez d'évoquer. Vous avez parlé de l'Afrique, mais je veux d'abord parler de l'Europe. Oui, avec les armes maintenant distribuées et les armes sophistiquées, très facilement maniables, comme ces missiles anti-chars, par exemple, qu'on peut utiliser pas seulement contre les chars, qui peuvent se trouver dans les mains, vous voyez, des personnes vraiment extrémistes. Et ça, pour le moment, ce sont les sujets qui ne sont pas discutés. Mais à un moment, on pourrait voir cette prolifération massive des armes, d'abord en Europe. Et ça nous préoccupe un peu. Je n'ai pas parlé, mais je voudrais quand même dire aussi un sujet très important, c'est sur la sécurité nucléaire. On a parlé de soi-disant bombardements par les militaires russes des stations nucléaires de Zaporozhye. Mais c'était le contraire. C'est les militaires russes, avec le personnel de cette station nucléaire, maintenant assurent la sécurité pour ne pas permettre que ces ultranationalistes puissent utiliser au cas où. Et la même chose pour les centrales de Tchernobyl. Vous savez que quand l'alimentation a été interrompue, c'était parce que les lignes de haute tension ont été coupées par les ultranationalistes. Maintenant, on est obligé de faire connecter par une autre ligne qui vient de Biélorussie pour assurer que la sécurité des centrales soit maintenue. Mais puisque vous parlez d'armes nucléaires, à la fin rapidement, de sécurité nucléaire, justement, cette question-là de Vladimir Poutine qui avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire, la question c'est est-ce que c'est une menace réelle ou c'est un moyen de pression? Madame, ça m'étonne un peu quand vous parlez de cette menace nucléaire. Il n'a jamais parlé, et même quand des responsables russes parlaient, si vous voulez, de menaces nucléaires. Il a parlé de la mise en alerte comment dirais-je, spéciale des forces de dissuasion. Et c'est peut-être pas Freud que nous entendons maintenant de la part de l'Occident toujours, par toutes ces émissions qu'on parle d'une guerre nucléaire. On prépare l'opinion publique à quelque chose d'intolérable. On parle de l'utilisation des armes tactiques, tout ça. De côté russe, on n'a jamais parlé de ça. C'est le contraire. À la fin. Excellence, vous êtes diplomate, vous conseillez la voie diplomatique, malgré tout, au-delà de tout. Vous, ambassadeur, est-ce que vous avez pris des initiatives pour parler avec vos collègues de l'Europe, de l'Union européenne ici, d'une part, et d'autre part, pourquoi une discussion directe entre les présidents russes et ukrainiens coince encore? Et enfin, puisque vous voyez la main des États-Unis derrière l'OTAN et tout, pourquoi à ce stade il n'est pas encore envisagé du côté russe un dialogue direct entre les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden?
Concernant... Je pose cette question parce que vous avez insisté au-delà de tout sur la diplomatie. J'insiste toujours parce que vous êtes un diplomate. C'est les meilleures options, les meilleurs moyens de bien assurer la paix durable. Par les recherches de solutions de compromis. Comme disait à l'époque le ministre Gromyko, missionnette, comme on l'appelait à l'époque, qui était pendant presque 30 ans le chef de la diplomatie soviétique, il disait « Vaut mieux avoir 10 ans de négociations qu'un seul jour, n'est-ce pas, de... » Donc, on est tout à fait d'accord. Concernant les contacts avec les collègues, sans entrer en détail, je peux vous dire que malheureusement, c'est eux qui m'évitent, malheureusement. Et ça, je dis tout à fait ouvertement, on est ouvert. Mais je constate qu'ils ne sont pas tellement enthousiastes à me contacter. Compte tenu peut-être de certaines instructions, comme c'était à l'époque soviétique, nous essayons aussi, c'est leur peut-être, voilà, siège qui n'autorise pas tellement. Concernant le contact entre le président Poutine et le président Zelensky, je dis, tout est possible, vous voyez. Il faut bien travailler, préparer, mais ce ne demande pas une grande médiatisation, vous voyez. Ce sont des choses, parce que même, une chose que j'ai voulu aussi dire, madame, pour les premières étapes de ces négociations entre la Russie et l'Ukraine, qui ont eu lieu sur le territoire de Biélorussie. Un des membres de cette délégation ukrainienne a été assassiné quelques jours plus tard en plein centre de Kiev. On disait non, c'était des règlements de compte parce qu'il était de monde d'affaires, tout ça. Mais parce que les ultranationalistes n'acceptent pas, ne tolèrent pas. Donc, écoutez, moi, je ne veux pas vraiment être grande, comment dirais-je, voyant, mais je crains qu'au moment que le président Zelensky décide vraiment de prendre cet engagement, que sa vie ne soit pas vraiment tellement mise en danger. Vous comprenez? Excellent. Est-ce qu'il y a une issue diplomatique à cette... Mais il faut chercher cette issue diplomatique. Parce que quand on regarde, déjà toutes les forces russes qui sont en Ukraine, la détermination de la Russie, justement, a fait en sorte qu'aboutissent ces revendications, notamment la démilitarisation, la dénazification et autres. Quand on voit véritablement la détermination russe à le faire, et quand on voit également tout ce qui a été engagé par la Russie dans ce conflit, et quand on voit en face aussi tout ce qui est prévu, déjà des sanctions hors normes que l'Union européenne a prévues contre la Russie, et quand on voit également de l'autre côté toute cette volonté qu'il y a aujourd'hui d'acheminer les armes vers les armes parmi les plus sophistiquées vers l'Ukraine, on se demande bien d'où va venir l'étincelle pour pouvoir dire écoutez, stop, on a plus d'intérêt à faire la paix qu'à faire la guerre. Parce qu'en réalité, en fin de compte, les peuples russes et ukrainiens sont des peuples frères, cousins, pratiquement. Donc, comment est-ce que ça va se passer par la suite si la guerre, si on reste dans la logique guerrière et qu'il y a toutes ces morts d'hommes, cette crise humanitaire hors norme, comment vous allez pouvoir vivre par la suite? C'est vraiment... Si ça ne vous dérange pas, je vais ajouter. Grand dommage, vous voyez, c'est très pénible de voir ces images. Quand vous avez parlé des peuples frères, même en famille, je peux vous donner un exemple. Il y a une dame qui habite Ukraine dans la ville de Nikolaïev, qui est actuellement justement au centre justement de toutes ces informations sur la situation militaire donc sur le territoire ukrainien. La dame, c'est une Russe. Il a sa nationalité, son passeport russe, mais elle habite là-bas depuis plus de 30 ans. Son fils, il est aux Pays-Bas. Donc, lui, il a écrit récemment à sa mère qu'il régnait la mère, parce que la mère, c'est une Russe pour lui. Donc, c'est un ennemi. Ça vous montre la même chose dans le téléphone. Donc, c'est vraiment déjà une grande fossé. Mais on comprend ces liens-là, mais c'est jusqu'où ira la Russie? Est-ce que la Russie va continuer à bombarder, continuer son opération si les lignes ne bougent pas, en fait? Je pense que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Le problème que actuellement, personne ne peut vous répondre à cette question jusqu'à où. Okay. C'est parce qu'il est le commandant suprême qui décide, et je crois que c'est seulement à lui qu'on pourrait donc, adresser cette question. Mais logiquement parlant, je vous ai déjà expliqué qu'on cherche les solutions négociables et politiques, diplomatiques,
parce qu'on comprend très bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, avec même ces pertes en vies humaines, les destructions, vous voyez. Mais il faut voir que cette volonté de bien accepter les réalités, est-ce que ça existe bien? Nous constatons que malheureusement, parfois, les autorités de Kiev ne sont pas libres dans leur, comment dirais-je, voilà, leurs agissements, parce que ils sont parfois, bon, on peut dire, je ne sais pas, surveillés en quelque sorte, vous voyez, de l'extérieur. Docteur Yankwa, et ensuite on va mettre fin à cette première partie. J'ai un peu de la difficulté à croire qu'on veut donner une chance à la diplomatie, parce que autant que la Russie fonce tout droit vers ses objectifs, l'OTAN aussi, au niveau de la frontière, a commencé déjà à armer tous les pays qui sont à côté, disons, à la frontière de l'Ukraine. Et bon, quand on veut donner une chance à la diplomatie, je pense qu'on se retient de bander les muscles. Alors, moi, je suis un peu sceptique sur ça. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vraiment prêcher la diplomatie dans cette... Non, on va y arriver, J'en suis sûr. Vous répondez et en même temps vous donnez votre mot de fin parce que nous sommes à la fin de cette première partie d'émission. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour cette possibilité de m'exprimer devant les téléspectateurs, parce que ce n'est pas, vous voyez, très souvent qu'on a l'occasion de voir un point de vue alternatif, différent. Et donc, je salue votre courage de m'avoir invité et de donner cette possibilité et de partager avec les invités, voilà, donc les points de vue. Et nous allons toujours prier pour que se termine le plus vite possible ce que nous voyons sur les images et qu'on arrive vraiment à des négociations qui pourront bien tenir compte des intérêts légitimes de mon pays, de l'Ukraine et de l'Europe tout entière. Et le dernier mot, faisons tout notre possible pour éviter la prolifération de ces armes donc, qui sont maintenant livrées gratuitement à n'importe qui, sans contrôle quelconque, qu'on évite qu'après il y a des fusions de sang sur le continent européen. Merci. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous, chers invités. Je sais que le temps n'est jamais suffisant sur le plateau de NCI 360 en raison des thématiques que nous abordons. On va faire juste une petite pause et ensuite aborder la seconde partie de cette émission. Donc sur le plateau de NCI 360 et nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Alors que tout semblait aller pour le mieux pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, les tests ont été adoptés, l'âge élective avait été fixé au 23 mars, le dépôt des candidatures avait débuté. Le CONOR a suspendu le mardi le processus électoral suite à un courrier de la FIFA et de la CAF qui invite les acteurs du football ivoirien à revoir les dispositions relatives au parrainage. On fait le point avec Salif Salipé et on en parle juste après. Le nouveau président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, ne sera pas connu le 23 mars prochain comme prévu lors de la dernière rencontre entre les membres actifs de la FIF. Le processus électoral a été suspendu par le comité de normalisation à la suite du courrier de la FIFA et de la CAF qui invite les acteurs du football ivoirien à revoir l'épineuse question du parrainage. Dans ce courrier, ils disent que cette disposition, telle que les clubs l'ont votée en assemblée, pourrait facilement octroyer un pouvoir de blocage excessif aux membres affiliés évoluant en Ligue 1. Effectivement, nous avons 14 clubs de Ligue 1. Si nous appliquons le système de parrainage tel qu'il est, on ne peut pas avoir plus de 4 candidats. Pour expliquer la situation, les responsables de la Maison de Verre ont rencontré les présidents de clubs et groupements d'intérêt. S'en est suivi de longues heures d'échanges houleux. C'est quasiment impensable pour des responsables qui ont été mis pour gérer cette normalisation, qu'on leur fasse une injonction d'essayer de revoir la position des présidents de club par rapport à l'âge qui a eu lieu des 25 et des 26 notamment
sur les questions de statut. Les présidents unanimement, quasi unanimement, il faut que je pèse bien le mot, au niveau de Détroit, qu'il n'était pas question de voir cette position. À l'Assemblée générale, il y a eu un blocage. Et lorsqu'il y a eu un blocage, le comité de normalisation a demandé une suspension de séance pour consultation. Il y a eu la suspension qu'on leur a accordée et c'est le comité de normalisation qui a proposé le compromis pour dire, bon, il y a un groupe qui veut 4 parrainages, il y a un groupe qui veut 6 parrainages, il y a un groupe qui veut 8 parrainages. Nous, au niveau du comité de normalisation, on propose 4 parrainages. On dit, on n'est pas d'accord. Alors, ils disent, bon, voici le compromis. Il faut avoir 8 parrainages selon les paliers. Et puis, bon, on se limite à cela. Voilà ce que nous tous nous avons accepté. Des présidents des clubs, des présidents d'associations se retrouvent en assemblée générale, ils décident de ce qui est bon pour eux et quelqu'un quelque part va dire non, ça c'est pas bon pour toi, mais attends, on est où? C'est en décembre 2020 qu'un comité de normalisation a été mis en place par la FIFA suite à des blocages dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Les activités du dit comité devaient prendre fin en 2021 avant d'être reportées à la fin de ce mois de mars. À quand la fin de ce feuilleton à de nombreux rebondissements? Alors, pour aborder ce sujet football ivoirien, l'impasse de trop, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Jacques Anoma, ex-président de la FIF. Bonsoir. Madame. Et merci d'être avec nous ce soir. Juste à côté de vous, nous avons Armand Gourou, qui est président du club Agir de Guibérois. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'NCI 360. Roland Danon, vous êtes le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Voilà, ce qu'on appelle un groupement d'intérêt. Oui, c'est ça. Merci d'être là. Ghislain Akasso, vous êtes un ancien international. Oui, bon, merci. Merci d'être sur notre plateau également. Et Arnold Dakouri Zébé, vous êtes journaliste à Adjamé FM. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Alors, moi, je vais commencer par vous, Gourou, qu'on a vu dans cet élément. Est-ce que, entre-temps, votre position a évolué sur la question? Non, pas du tout. Nous avons toujours la même position. Voilà. Pour le moment, rien n'a pu faire évoluer cette position. Est-ce qu'elle pourra évoluer? Tout dépend de ce que sera en face. Écoutez, nous sommes dans un monde qui bouge et puis bon, nous ne sommes pas des personnes figées. Nous avons des réactions face à des situations. Nous avons une première réaction. Maintenant, tout dépendra de ce qui va être mis après en face et puis on regardera. OK, on parlera de cela en profondeur. Moi, j'aimerais avoir vos avis. En fait, tout le monde était content, on semblait aller vers la fin du processus et en même temps, on a ce communiqué du CONOR, on a ce courrier de la FIFA. Comment vous avez accueilli ça, Roland Danon? Déjà, moi, la FIFA, c'est l'instance suprême, j'ai envie de dire, du football. Et tous, autant que nous sommes affiliés à la fédération est affiliée à la CAF et après à la FIFA, sont tenus de prendre toutes les recommandations de la FIFA comme, j'ai envie de dire, des éléments à appliquer. La FIFA gère généralement en termes de recommandations. Je me dis, en quelque sorte, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que... Pourquoi il fallait s'y attendre? Oui, à partir du moment où la FIFA parle de démocratisation de cette élection, on est parti d'un fait où on avait, en son temps, les groupements d'intérêt qui étaient un peu la partie arbitre, qui permettait d'avoir un grand maximum de 5 candidats. Et on se retrouve aujourd'hui avec une catégorisation qui fait qu'on ne peut qu'avoir 4 candidats. Ce n'est pas une compétition Selon ouverte. les explications données par Daouda Ce n'est pas une compétition ouverte. Et la FIFA veut permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de candidats pour qu'il y ait de la compétition. Je pense que c'est pour ça que ce courrier arrive. Ghislain Akasso, c'est un sentiment que vous partagez? D'abord, je rends gloire à Dieu de m'avoir permis d'être là, en espérant que ça se passe dans la lumière du Saint-Esprit et pour qu'on parte tous dans la même direction pour le développement du football. Alors, il faut dire aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation normale parce qu'il y a la normalisation. D'accord. C'est la suite des différents problèmes qui ont été engendrés dans le milieu du football. Alors que le football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis des décennies, est divisé en deux. Il y a les Pro SD, il y a le GX. Et donc, il y a des problèmes, il faut les résoudre. Aujourd'hui, on a tendance à souvent les déplacer. Car les problèmes, il faut aller... Parce que le problème de la normalisation, tous les scénarios qui sont passés récemment sont liés
au fait que déjà, avant, il y a eu 11 clubs des Procidi qui avaient envoyé un courrier à la FIFA pour exprimer leur mécontentement sur la procédure. Et c'est ainsi que la FIFA a envoyé un courrier pour dire non, voilà ce qu'il faut faire. Il faut absolument qu'il y ait 4 parrainages pour les prochaines élections. Arrivé à l'AG, il y a eu un changement. Certains clubs, en dernière minute, se sont réunis sur place. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et moi, pour moi, je dis non, il faut qu'on parte quand même, parce que la FIFA est l'instance suprême. Il faut respecter quand même certains engagements, surtout quand il faut s'inscrire à la fédération. Toutes les associations, les présidents de clubs, il y a le décret qui est signé. Il y a, en déposant les dossiers, s'il écrit carrément déclaration de soumission au règlement et directives de la FIFA. OK, ça c'est bon à savoir. Voilà, c'est important. Arnaud Dacoury. Oui, c'est regrettable ce qui est arrivé encore une fois. On a été nourri d'espoir après cette Assemblée générale, ces 2 assemblées, l'Assemblée générale ordinaire puis celle extraordinaire. Malheureusement, encore une fois, on se retrouve dans le blocage qui revient pour les mêmes raisons pour lesquelles le premier blocage était intervenu sur la question des parrainages. Et on le sait tous, avant cette Assemblée générale, la FIFA avait clairement dit qu'elle ne souhaitait pas qu'on aille au-delà des 4 parrainages. Pourquoi, à la dernière minute, les présidents de clubs ont décidé de ramener les 8 parrainages? Je pense qu'ils auront l'occasion de nous répondre. On a un président de club sur ce plateau, il va nous expliquer, mais j'aimerais donner la parole d'abord à Jacques Anoma, qu'on a été ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Comment on se sent dans une situation pareille? D'abord, je dois remercier de me donner l'occasion d'être éclairé un peu ma position. C'est vrai qu'en tant que ancien président de la Fédération ivoirienne de football, et celui-même qui a fait adopter les tests en 2011. Et justement, on va vous permettre de nous expliquer le contexte de l'élection de ces tests-là. Écoutez, je me sens un peu mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passe. Parce que non seulement je suis d'abord président de club, ensuite président d'honneur de la FIF, et j'ai des obligations aussi au sein des confédérations. Donc voilà, je suis un peu mal à l'aise parce que je pensais réellement que l'Assemblée générale qui s'est déroulée sur pratiquement 2 jours et demi nous aurait permis de sortir de cette impasse. Mais malheureusement, différents travers nous rattrapent et maintenant il va falloir trouver une solution de sortie de crise. Armand Goro, je me tourne vers vous. On a vu votre sentiment, vous l'avez exprimé. La question que les Ivoiriens se posent certainement, c'est comment on fait pour revenir à la case départ. Quand on sait qu'au début, la FIFA avait donné des instructions, notamment sur le parrainage. Comment on fait pour ignorer ou mettre de côté ces instructions-là et revenir à la case de départ? Parce que c'est ce point-là qui avait mis la Côte d'Ivoire sous la normalisation. Alors, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens comprennent bien. D'accord, dites-nous. Parce que malheureusement, dans ce débat, plusieurs, ils viennent sans savoir exactement de quoi il s'agit. Et on vous permet d'expliquer. Je vais profiter pour rectifier tout de suite ce qu'a dit M. Danon. D'accord. Parce que cette disposition dont il est question aujourd'hui n'est pas une disposition qui a été prise en février 2022. Non, cette disposition-là est une disposition qui existait dans les tests depuis 2011. Et lorsque vous parcourez les statuts de la Fédération ivoirienne de football, depuis 2011, les statuts qui ont été adoptés le 9 juillet 2011, avant l'élection qui a eu lieu en septembre, cette disposition-là existait déjà. Il fallait donc que chaque candidat, dans les dispositions, dans les conditions pour être éligible, chaque candidat devrait pouvoir présenter sa liste avec 8 parrainages au moins. Et ça, c'est très important de retenir ça, 8 parrainages au moins. Okay. Et la catégorisation est ensuite faite. C'est-à-dire 3 parrainages de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de 2-3 et un groupement d'intérêt. Donc ce n'est pas nouveau. Mieux, je veux dire que ce n'est pas, en fait, le nombre de parrainages qui a été le souci qui a créé la crise. Ce qui a créé la crise, c'était l'interprétation du test faite par d'autres personnes. Parce que le test disait qu'il fallait avoir 8 parrainages. Mais nulle part, il n'était écrit qu'un club ne pouvait pas faire plus de 2 parrainages. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a eu malheureusement des clubs, ou heureusement c'est selon, qui ont accordé leur parrainage à plus d'un candidat.
C'est de là qu'est venu le blocage. Donc c'est cette question qu'il fallait résoudre. Sinon, le nombre de parrainages ne posait pas problème, ça ne faisait pas partie de ce qui a entraîné la crise. Maintenant, par rapport à ça, je pense qu'il y a des voies de sortie. Ça, c'est possible, de sortir de cette situation. Et notre souhait, c'est d'ailleurs de sortir rapidement de cette situation. Nous avons notre petite idée là-dessus. Mais je vais dire encore, à ce niveau, il faut que les gens comprennent que ce que les présidents des clubs ont décidé, ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été dit. Ce que plusieurs ne savent pas, lorsque ces tests ont été faits par le CONOR, transmis à la FIFA, ces tests ont été remis au club en début d'année, en janvier 2022. Et il y a eu des consultations entre le CONOR et les clubs. Et donc, ces clubs qui ont participé à ces consultations ont tout de suite relevé et dit au CONOR que cette disposition proposée par le CONOR, c'est-à-dire 4 parrainages au moins et 6 au plus, n'était pas favorable pour les clubs et que les clubs souhaitaient que l'ancienne disposition soit prise en compte. Donc ça a été dit au CONOR depuis janvier, début janvier. Et donc, le CONOR a promis revenir au club. Après donc ajustement des tests avec tout ce qui a été proposé, le CONOR a promis revenir au club vers 23 janvier pour une nouvelle harmonisation. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et les clubs n'ont reçu le document que 15 jours avant l'Assemblée générale avec cette disposition maintenue et puis bien d'autres. Donc, c'est tout naturellement que ces clubs-là qui ont participé à cette discussion, avant même de poser le problème, ont posé un préalable. Parce que la FIFA était représentée dans la salle. D'accord. Ces clubs ont demandé aux représentants de la FIFA, est-ce qu'il y a des directives de la FIFA par rapport aux travaux qui doivent être faits? Est-ce que la FIFA pose des balises par rapport à ce qui va être fait? Est-ce qu'il y a des orientations que la FIFA veut voir absolument aboutir? Il a dit non, que la FIFA n'impose rien. La question même a été posée à la présidente du CONOR. Est-ce que vous avez reçu des instructions où la FIFA exige que des directives soient prises? Elle a dit non. Et que, donc, les clubs, les membres actifs, j'allais dire, au dire de monsieur, du représentant de la FIFA, les clubs, en tout cas les membres, étaient libres de décider de ce qui était bien pour eux. D'accord, fort de cela que les travaux ont démarré. D'accord, on a bien compris, même si le courrier de la FIFA semble dire autre chose, parce qu'il parle du fait que les dispositions ne soient pas conformes aux instructions de la FIFA et de la CAF, donc ce qui suppose que des instructions avaient été données. Je vais permettre donc à Roland Danon et ensuite à Justin Akassou de réagir à ce que vous avez dit. Je veux juste un peu rebondir sur ce que M. Amango a dit. Vous savez, on sait tous que dans ce pays, le problème de parrainage a posé un problème. C'est vrai qu'il y a eu le problème d'interprétation. Parce que l'ancien test ne disait pas clairement qu'on ne pouvait pas faire de double parrainage. OK? Donc, il y a des clubs qui ont fait des doubles parrainages. Mais ce qui est clair, c'est que ça n'ouvrait pas la compétition. Pourquoi? J'explique. Un candidat peut à lui seul prendre tous les groupements d'intérêt. Ça empêchait les autres carrément de pouvoir être candidats. Et la FIFA, dans sa façon de voir, je pense, en lisant à froid le courrier, c'est d'ouvrir la compétition. De toutes les façons, le parrainage, et tout le temps on le répète, le parrainage n'est pas l'élection. Le parrainage, ce n'est qu'une caution qu'on donne à un candidat pour pouvoir compétir. Et nous sommes dans le cadre d'une compétition. Nous sommes au football. Au football, il faut permettre à tous ceux qui sont candidats, qui veulent être candidats, de pouvoir candidater. Il ne faut pas mettre de blocage. Le test nouveau, c'est vrai. J'ai suivi aussi en tant qu'invité, parce qu'en ce moment, on venait à peine de finir nos élections, donc on n'a pas participé au vote en tant que tel. J'ai suivi en tant qu'invité. Ce que M. Amango dit, c'est vrai. Des questions ont été posées à la présidente du CONOR qui a fait toutes ces précisions avec le... Mais ils sont à titre consultatif. Parce que eux, toujours le répètent, on a été envoyés, nous sommes mandatés. Quand ils finissent, ils font un point à l'organe suprême. L'organe suprême est libre de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et c'est ce qui est arrivé. Ils disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut revoir la disposition. Justin Akassou.
Alors, il est important de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un schéma de la normalisation. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. En dehors même du parrainage, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu sur la gestion du football en général, la gestion financière, la gestion organisationnelle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui nous a poussé à la normalisation. Aujourd'hui, ne parlons pas seulement de parrainage. Parce que pour moi... Mais le parrainage est l'élément bloquant. L'élément qui bloque, mais pas seulement. C'est vrai, aujourd'hui, le football, c'est vrai, il y a l'élection. Il y a l'élection qui se passe, c'est tout à fait normal. Il faut l'élection pour pouvoir avancer. Mais il faut dire aussi, il y a plusieurs choses quand même qui ont fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des difficultés. Il y a l'inorganisation, il y a les problèmes financiers. Je me dis, par exemple, on parle d'élection. Effectivement, on arrive à l'élection. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore fait aucun point financier, aucun bilan financier. Rien n'a été fait. De façon sévère, l'exercice 2020 a été donné, le quitus a été donné pendant l'AG. Mais il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la FIFA a mis la FIFA sur normalisation de telle sorte qu'on puisse vraiment aplanir tous les problèmes et aller aux élections. Et il y a eu un blocage. On sait comment ça s'est passé. Arnaud Dakouri, j'aimerais juste préciser aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler et de poser vos questions. Non, s'il vous plaît, je voulais rectifier un élément. OK, assez rapidement. Ce qu'Akassou dit, ce n'est pas totalement ça. Lorsqu'il dit qu'aucun bilan n'a été fait, les bilans... Non, ce n'est pas vrai. Les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football ont fait les bilans régulièrement. Le bilan 2020 et l'approbation des comptes 2020 vient d'avoir lieu. Donc tous les bilans ont été faits, tous les chiffres sont clairs. Ça a été donné. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, il y a un élément qui bloque, mais il y a eu beaucoup d'avancées quand même. Ça aussi, on ne le cache pas. Il y a eu beaucoup d'avancées aujourd'hui avec le travail qui a été fait, les nouveaux tests qui ont été proposés. Il y a eu beaucoup d'avancées sur la gouvernance, tout ça. Mais ce problème-là qui a créé le blocage, je pense que ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas que les clubs refusent les directives de la FIFA ou les décisions de la FIFA, ce n'est pas ça. Mais c'est la manière dont les choses sont faites. On a laissé les clubs aller à fond sur la question. Ça on a bien compris. Il n'y avait rien. Ça, on a bien compris, mais aujourd'hui... C'est après qu'on vient leur dire non, vous ne devez pas faire ça. Gourou, est-ce qu'aujourd'hui, les clubs accepteraient, au nom, on va dire, de la paix, au nom de la normalisation au niveau de la fédération, est-ce que les clubs accepteraient de repartir en Assemblée générale pour revoir ces textes-là, selon que la FIFA le demande? Mais c'est pour ça que j'ai dit tout dépend de ce qu'on met en face. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un groupe avec toute une équipe. Nous avons un candidat. Et le plus important pour nous aujourd'hui en tant qu'acteurs, c'est d'aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut bien régler les problèmes. Donc, la question de fond, ce n'est pas... C'est vrai que la première réaction, c'était de dire non, on ne peut pas retourner, on ne peut pas laisser dédier. C'est ce que nous avons dit au CONOR. Mais nous venons d'une assemblée générale, 12 jours après, on nous demande de repartir pour dire le contraire de ce que nous avons dit. Nous disons non, ça c'est inacceptable. Est-ce que vous pouvez accepter de le faire pour sauver le football ivoirien? Il sera question d'apprécier, mais nous, au niveau de la direction de notre équipe, nous nous sommes réunis pour analyser la question et bon, pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que quelque chose de concret nous soit proposé, nous disons que nous mettons notre position de 8 parrainages. D'accord. On va prendre, avant de venir à vous, Arnaud Dakouri, on va prendre Inda Aoussi qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir. Et quelle est votre question ou contribution? Ça dépend. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que pour être candidat à la FIFA, est-ce que la FIFA a fixé un certain nombre de candidats? Parce que si ce n'est pas le cas... Est-ce que vous pouvez reprendre? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que la FIFA a fait quoi? A fixé un certain nombre de candidats qui peuvent se présenter. Un certain nombre. Parce que j'ai comme l'impression que le nombre de parrainages impose un certain nombre de candidats. Ok, d'accord, je vous suis maintenant. Ok. Arnaud, on va commencer peut-être par vous. Oui, je voulais réagir sur la question des parrainages. Les parrainages, tout comme le cautionnement qui est instauré souvent dans certaines élections, font partie des mécanismes qui sont mis en place pour éviter les candidatures fantaisistes. Ça existe partout. Mais ici, on voit tous clairement que la FIFA s'oppose au système de parrainage tel qu'il est mis en place dans le cadre de l'élection de la FIFA.
Donc moi, je n'arrive pas à comprendre cette obsession qu'ont les clubs ivoiriens à vouloir s'accouter au système de 8 parrainages, alors qu'il me semble qu'ils ont la possibilité, quand les élections vont arriver, de dire, de trancher à travers les élections. Puisque si ces clubs-là qui soutiennent un certain nombre de candidats estiment qu'ils ont la majorité, ils ont la possibilité, quand on va arriver à l'élection, de pouvoir se prononcer, de pouvoir voter le candidat qu'ils veulent et puis permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de cette impasse. Parce que si on veut faire une sorte de fétichisme sur cette question de parrainage, on va s'éterniser dans un blocage. D'accord. La question du téléspectateur, je vais vous permettre justement de répondre rapidement, c'est est-ce que la FIFA a fixé le nombre de candidats? Est-ce qu'il y a un nombre de candidats qu'il ne faut pas, par exemple, dépasser? Non, les tests ne fixent pas un nombre de candidats, mais lorsqu'on regarde les conditionnalités pour aller à ces élections, tout naturellement, on ne peut pas avoir une pléthore de candidats. Parce que vous avez 14 clubs en Ligue 1, vous en avez 38 en D3, 24 en Ligue 2, et puis 5 groupements d'intérêt. Donc, si dans les dispositifs actuels, lorsqu'on parle de 8 parrainages, évidemment, quand on prend les 5 groupements d'intérêt, si on suppose même qu'un groupement d'intérêt peut parrainer un candidat, vous ne pouvez pas aller au-delà de 5. Mais lorsqu'on prend la Ligue 1, on parle de 3 clubs de Ligue 1, mais on en a 14. Donc, ça veut dire que maximum, là, on ne peut avoir que 4 candidats quand on regarde ça. Donc, il n'y a pas un nombre fixé, mais ce que je voudrais dire surtout, assez rapidement, il ne faut pas que les gens oublient que c'est une association avec 81 grands électeurs ou 81 membres actifs, j'allais dire. Donc, on ne peut pas avoir 1000 candidats pour une association. Et puis, une association se protège. Aujourd'hui, la question du parrainage, les gens en parlent. Mais à l'époque, avant que les tests ne soient revenus en 2011, il y avait une condition qui était stricte. C'est-à-dire que pour être candidat à l'élection du président de la Fédération, il fallait être président des clubs. Et le président Jacques Anouma, qui est là, pour qu'il soit élu président de la Fédération, il était président de la JCAT. D'accord, merci. Donc, il y a des dispositions comme ça qui sont mises dans les tests. Et il faut que les gens comprennent que quand on fait des tests, c'est pour régler des problèmes. Merci. Quand on fait des tests, c'est pour régler des problèmes. Et on a la chance d'avoir Jacques Anouma sur ce plateau pour permettre à nos téléspectateurs donc de comprendre. L'article 47, quel était le contexte de l'adoption de ce test-là, puisque vous étiez en exercice? Écoutez, c'est vrai qu'en 2011, nous avons proposé ce texte avec l'ensemble des clubs. Il y a eu plusieurs allers-retours entre la FIFA et la Fédération internationale de football. Et ces textes ont été adoptés en Assemblée générale. Et c'est ces textes qui ont permis au président Sidi d'être élu et d'être réélu en 2015. C'est important de le préciser parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs aient l'impression que ce texte est nouveau. On fait comme si ce texte est nouveau et qu'il est dirigé. Il n'est pas dirigé, il existait. OK. À partir du moment où il existait, la FIFA dit aujourd'hui, je vous propose de modifier vos textes, de venir à 4 candidats, sans catégorisation ou pas de parrainage du tout. L'erreur qui a été commise, et ça j'insiste là-dessus, Armand l'a dit tout à l'heure, la question a été posée. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? On dit non, vous pouvez y aller. C'est en ce moment-là qu'il fallait dire que les 4 parrainages qui ont été proposés par la FIFA, c'était une directive. C'est clair dans nos statuts. On est obligé de respecter les directives et les décisions de la FIFA, c'est clair. Donc si la chose avait été bien claire au départ, le débat à l'Assemblée générale aurait pris une autre tournure. Mais à partir du moment où on dit non, il n'y a pas de ligne rouge, on débat. Après plus d'une heure de débat, on se rend compte qu'on est bloqué. On demande une pause. À la pause, la proposition qui a été faite, ce n'est pas celle des clubs. Ça aussi qu'il faut que les choses soient claires. C'est le CONOR qui a fait une proposition. Et c'est ce texte qui a été approuvé à l'unanimité de tous les clubs. OK. Maintenant, la FIFA dit non, moi je vous ai donné une directive. C'est 4 parrainages sans discrimination, sans catégorisation ou pas de parrainage. Oui. Voilà la situation actuelle. OK. C'est normal. Je veux dire, quand vous sortez d'une telle assemblée générale qui a duré 3 jours, où les gens se sont exprimés, c'est la première fois d'ailleurs que je vois une telle assemblée générale depuis que je suis dans le football, où les clubs ont vraiment participé, article par article,
à la mise en place de ces statuts. Donc je voudrais vraiment les féliciter pour ça. J'ai pris la parole à la fin de l'Assemblée, à la demande de certains clubs, pour féliciter le CONOR pour au moins nous avoir permis d'avoir des statuts et aller aux élections. Mais évidemment, à la surprise générale, on vient nous dire que non, attention, il y a un article qui pose problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur l'ancienne situation pour dire que non, on ne va plus en Assemblée générale parce qu'on vient d'une Assemblée générale? Mais il y a des conséquences. Tout à fait. Si vous vous opposez à la directive de la FIFA, vous avez des conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la normalisation peut continuer. Il n'est pas exclu même une suspension puisse arriver à notre pays. Est-ce que c'est cela que nous voulons? J'ai dit non. La colère passée, chacun s'est exprimé. Moi, j'ai assisté à la réunion de la D1 avec le groupement, avec le CONOR. Je peux vous assurer que ça a été très dur. Les mots qui ont été utilisés ont été très durs. Ça a été parlé en D2, en D3. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Revenons à la réalité. D'accord. C'est pour cela que des clubs m'ont demandé, en tant que président d'honneur de cette fédération, vous avez la légitimité de nous convoquer et de nous demander qu'est-ce qu'on fait. Pour une médiation, parce qu'on a appris que vous avez commencé, vous êtes mis dans ce rôle de médiateur. Est-ce qu'on peut avoir un point à ce jour des actions que vous avez déjà prises, notamment des rencontres avec d'éventuels candidats ou des présidents de clubs? J'ai rencontré des membres actifs. Parce qu'avant de parler des candidats, c'est d'abord des membres actifs. Mais c'est leur affaire, ce n'est pas l'affaire des candidats. Ce sont des membres actifs. Et ensuite, j'ai élargi le cercle. J'ai même rencontré d'abord le CONOR pour lui dire voici l'initiative que je veux prendre. On ne m'a pas dit non. J'ai informé les autorités politiques. On m'a encouragé à aller de l'avant. Mais sans directive. C'est ce qui fait que j'ai rencontré des membres actifs. Évidemment, tous ces membres actifs sont représentés dans des courants autour des candidats. Pas des candidats, mais des personnes qui vont candidater pour être président de la FIFA. La tendance qui se dégage aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ce problème-là. Mais comment? La FIFA fait une proposition. Nous avons voté une autre proposition. Faisons de nouvelles contre-propositions pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ce sont les élections. D'accord. OK, on va prendre Abdul Karim, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Votre question ou proposition? Non, je n'ai pas de question, en fait. Moi, j'ai une proposition. D'accord, une proposition. Voilà. OK, allez-y. Voilà. J'aimerais saluer d'abord tous nos amis qui sont sur le plateau. Et j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, le football ivoirien traverse vraiment une période très, très difficile. Et la dernière fois, les présidents de clubs sont allés en nager. Et il a été très clair, le responsable de la Fédération internationale de football associé a dit qu'il n'y avait pas de directive venant de la part de la FIFA. Et les présidents de clubs ont statué, ils ont voté le test. Et après, la FIFA vient se dédier pour dire que nous avons dit ceci, il faudrait que vous appliquiez cela. Pour moi, aujourd'hui, c'est le football ivoirien qui est en train d'appartir et on ne va pas rester dans ça définitivement. Pour moi, aujourd'hui, il est clair. La FIFA dit qu'elle est la maison suprême du football. Qu'elle fasse sa proposition clairement, qu'elle dise au CONOR, voici ce que nous disons, et appliquez-le sur le terrain. Comme ça, tous les potentiels candidats vont candidater, déposer leurs différentes candidatures, ils vont aller aux élections et vraiment que le meilleur gagne. Pour que vraiment le football ivoirien arrête de souffrir. Aujourd'hui, à cause de cette élection, on ne fait qu'insulter les honnêtes citoyens, les aînés qui ont valorisé le football ivoirien sur les réseaux sociaux. À quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire? Pour moi, aujourd'hui, des gens qui n'ont jamais financé à hauteur de 5 francs dans le football ivoirien, c'est lèvent un bon matin et ils insultent les aînés, ils insultent les anciennes gloires. Comme le doyen Jacques Anma l'a dit, les gens pensent que ces tests-là sont nés aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas né aujourd'hui. Mais comme on dit toujours à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, je pense qu'il faudrait que le CONOR envoie une note à la FIFA pour leur dire clairement d'envoyer une note qui va signifier explicitement pour dire que il y a 4 parrainages qui sont pris en compte ou bien il n'y a pas de parrainage à l'issue aux élections. Il y avait une caution, la FIFA, ils ont fait sauter la caution, il n'y a pas de caution aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de parrainage, qu'elle le dise clairement, il n'y a pas de parrainage. Comme ça, tout le monde sera libéré et on va aller aux élections et le meilleur va l'emporter.
Bon, voilà, vraiment, voici ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. D'accord, vous voulez réagir, d'accord. Il y a un point important que je tenais à dire tout à l'heure. Je voulais aller un peu contre ce que M. Gorou a dit. Parce qu'il faut préciser aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans un chemin de développement. Il faut aller dans un chemin de développement pour que le football ivoirien parte de l'avant. Et même dans les interviews qui ont été réalisées, on voit généralement que ce sont des personnes d'un seul camp. Aujourd'hui, les pro-Sidi ne sont pas, les pro-Sori ne sont pas venus. Et parce que pour eux, ils estiment quand même qu'il y a un blocage. Moi, d'un avis, en tant que Non, c'est pas ce qui nous a été dit. Non. Dans le cadre de cette émission, je vais quand même vous répondre sur ce point parce que c'est quand même nous qui avons approché ce camp pour la préparation de l'émission. Dans le cadre de cette émission, ce qui nous a été dit, c'est qu'il laissait donc la place à la médiation entreprise par Jacques Anoma. Et donc, comme il était sur le plateau, ils ont préféré ne pas venir. Merci pour cette information. Alors, c'est important de savoir qu'il faut aujourd'hui passer directement à... J'ai comme l'impression que c'est un blocage qui doit être fait, puis une stratégie électorale. C'est l'impression que j'ai, parce que même tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui dans les images, ce sont des partisans d'un candidat. Aujourd'hui, il faut donner la liberté à toutes les personnes. Nous, en tout cas, en ce qui concerne LCI, notre maison est ouverte. On tend le micro à tout le monde. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir d'obliger quelqu'un qui ne veut pas s'exprimer sur notre chaîne. Là, en ce moment, on est limité. Moi, la question que je vais vous poser, parce qu'on va vraiment vers la fin de cette émission, c'est quelles sont vos propositions de solutions? Parce que Jacques Anoma l'a dit, il faut qu'on sorte de cette situation. Le téléspectateur l'a dit, on doit sauver le football ivoirien. On est bloqué. Quelles sont vos propositions de solutions? On fait quoi? Oui, allez-y. Un point important que je voulais souligner, Armand l'a dit tout à l'heure, mais il faut quand même préciser. C'est vrai que le représentant de la FIFA a laissé ouvert les discussions. Mais à un moment donné, et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient là, il dit, en restant dans un canevas, par rapport à la FIFA. Il a précisé, il ne faut pas que les gens oublient ça. C'est pour ça que... Donc, malgré ça, nous sommes allés. On a voté. Maintenant, c'est vrai. Les nouvelles propositions, il faut les faire. La FIFA a sa proposition. Contrairement à ce qu'a dit le téléspectateur, il y a une directive qui est donnée. Dans le courrier. Dans le courrier, il y a une directive. Maintenant, si les clubs ne sont pas d'accord, faisons une contre-proposition et le CONOA va transmettre cette contre-proposition à la FIFA, qui peut changer d'avis ou maintenir, mais ne pas du tout aller à une assemblée générale pour valider ce fameux article 47, mais ça nous met dans une situation de blocage. Et de toutes les consultations que j'ai faites, personne ne souhaite rester dans cette situation. Personne. Et c'est tant mieux, justement. Roland Danon? Oui, Evelyne, je voulais dire quelque chose. Déjà, je remercie l'ambassadeur Jacques Anoma pour son initiative. Vous savez, au niveau de cette normalisation, je pense qu'il avait été nommé médiateur pour la CAF et la FIFA. À l'époque, ok. Donc, il prend une belle initiative en rassemblant ses jeunes frères présidents. Et il faut noter effectivement qu'il est l'un des présidents qui a apporté un second souffle au football ivoirien. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est vrai, comme M. Armand Gorou l'a dit, les associations sont libres de prendre les tests. Mais comme dans la vie civile, quand on prend les tests, à un moment donné, ça arrive à son apogée. Il faut pouvoir les abroger, les amender, les améliorer et aller de l'avant. On est face à une situation que la FIFA estime de blocage. Parce qu'elle-même, la FIFA, va sur 5 parrainages. Et mieux, sur ces 5 parrainages, elle permet même à un candidat de ne même pas être parrainé par son pays. Un membre, une association peut le parrainer. Il peut avoir 5 parrainages qui viennent de pays qui ne sont même pas de chez lui. D'accord, ça on le note. Mais quelles sont vos propositions? Mes propositions sont simples. Et le président Jacques Anoma l'a dit. Si nous réfléchissons à froid, il faut aller sur la proposition de la FIFA. C'est vrai, on peut faire des propositions. Mais quand ils font des recommandations, ça revient toujours comme ce que l'ONU fait, des résolutions. Et il faut les appliquer. Après, en association, quand on aura élu un président, on peut toujours revenir en assemblée et revoir des tests, faire des propositions pour les améliorer. C'est ça la solution. Il faut qu'on aille aux élections parce que cette situation de blocage n'est pas faite pour arranger le football en général. Parce qu'actuellement, on ne parle pas de développement du foot. Et moi, j'ai envie de dire une chose en tant qu'arbitre. Rapidement. Je constate qu'on parle de clan, de pro-temps. Actuellement, c'est vrai, nous sommes inscrits dans des projets de développement par rapport à un candidat.
On n'est pas dans des clans. Nous sommes tous fils de ce pays pour développer le football. Okay. Je veux qu'on arrête de parler de pro-Sidi, pro-temps. Ça ne nous avance à rien. Voilà. OK, merci. Justin Akasso, rapidement, vos solutions. Oui, pour moi, je pense qu'il faut donner l'opportunité à toute personne de pouvoir être candidat, éligible. Je pense que ça nous permet de sortir des crises. Il faut quand même un président de fédération pour pouvoir mener et orchestrer le développement du football. Adnan Dakori. Il faut regarder l'essentiel pour que le football ivoirien avance. S'il y a des questions aujourd'hui telles que celles du parrainage qui font l'objet de blocage, pour moi, retournons à une nouvelle assemblée générale. Il faut revoir cet article 47 qui fait l'objet des litiges et puis on va aller aux élections. L'essentiel, ce sont les élections. Je rappelle que les présidents de clubs ont la possibilité à ces élections-là de choisir le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Pour moi, c'est ça l'essentiel. On ne va pas s'attarder sur les questions de parrainage. Amangorou. Ben, écoutez, en termes de solutions, je veux dire que pour le moment, la balle n'est pas dans notre camp. Parce que le courrier que la FIFA a fait, ce n'est pas un courrier qui est adressé aux membres actifs, c'est un courrier qui a été adressé au CONOR. Mais si le CONOR vous appelle? Oui, on vient. Okay. On va à la table de jeu, mais jusqu'à preuve de contraire, le CONOR n'a fait aucune proposition. Parce que la FIFA, il faut bien que les gens cernent ce qui se passe. La FIFA a envoyé un courrier au CONOR pour lui demander de demander à son assemblée générale. Donc, le CONOR a convoqué des réunions pour informer les membres actifs. Nous avons reçu l'information. Nous attendons une proposition, si elle est faite. Mais je salue déjà au passage la médiation entamée par le président Jacques Anouma. C'est vrai que nous, au niveau de notre candidat, on n'a pas été encore reçu. Je pense que ce sera demain qu'on sera reçu. On va discuter et puis on verra. Dans tous les cas, nous sommes les premiers concernés. Et nous sommes d'accord qu'il faut aller aux élections. Il faut aller très rapidement aux élections, mais pas à n'importe quelle condition. Et puis, de toute façon, il faut que les gens comprennent aussi que la décision de la FIFA n'est pas inattaquable. La FIFA n'est pas le suprême. Au-delà de la FIFA, il y a le TAS. Okay. Si on veut, on peut aller au TAS par rapport à ça si on n'est pas d'accord. D'accord. Ce qu'on ne souhaite pas. Mais il faut faire en sorte aujourd'hui, pour que notre football revienne totalement sur les rails, il faut aller aux élections. Et nous voulons aller aux élections. C'est pour cela que nous disons qu'il faut faire en sorte que les choses se passent bien pour qu'on aille aux élections. Jacques Anouma, vous avez commencé à expliquer les pistes de solutions, notamment retourner en AG pour revoir cet article 47, aller aux élections. Quelles sont vos méthodes, vous, en tant que médiateur, pour ramener tout le monde à la table de discussion? Moi, c'est le dialogue. Je pense qu'il ne faut pas prendre les présidents de club. Il y a peut-être l'inspecteur qui l'a dit tout à l'heure. Cette association-là, qu'on appelle FIF, elle appartient au président de club. Ce n'est pas de l'extérieur que n'importe qui peut nous dicter. Quelles que soient les directives qu'on va recevoir, si une assemblée générale se rejette, il y a d'autres solutions. Okay. Soit on vous met sous normalisation, soit on vous suspend. Vous avez la possibilité d'aller au TAS. Parce que la souveraineté là, de nous tous, que ce soit les clubs, la FIF, les confédérations, nous avons une souveraineté qui est limitée parce qu'il y a le TAS au-dessus. Tout le monde peut aller au TAS. Malheureusement, ce n'est pas la solution que moi je préconise. Voilà. Donc il faut faire des contre-propositions. Si on n'accepte pas la directive de la FIFA, il faut faire des contre-propositions et puis aller à l'Assemblée pour s'exprimer. Akasso a dit quelque chose tout à l'heure, il faut permettre à tout le monde de se présenter. Ce n'est même pas possible, mon cher frère. Il y a d'autres conditions autres que l'article 47. Bien sûr. Il y a beaucoup d'autres conditions. Si tu ne les remplis pas, tu ne peux pas être candidat. Si tu n'as pas 35 ans, tu ne peux pas être candidat. Il faut avoir joué un rôle comme joueur, comme dirigeant, n'a pas avoir subi des sanctions. Il y a plein d'autres conditions. Mais l'article 47, aujourd'hui, retient toute notre attention. Parce que c'est le seul article qui pose problème. En même temps, ce n'est pas un marché où tout le monde rentre et sort comme il veut. Donc, nous fixons nos textes, nos conditions. Il faut aussi que les gens sachent que les présidents de club, là, ils ont des responsabilités. C'est de faire en sorte que le football ivoirien marche. D'accord. Mais on n'aura jamais l'unanimité à 100% comme on l'a eu là dernièrement à l'Assemblée générale. Vous avez 20 secondes pour terminer. Maintenant, les directives, si c'est vraiment une directive, on doit s'asseoir et puis savoir, bon les gars, on a une directive, allons-y. OK.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous d'être venus sur le plateau de NCI 360. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Mélina Makissi à 19h50. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Et surtout, prenez soin de vous.